Ce soir à l'émission, 60 ans de combat pour l'UPA Outaouais-Laurentides. J'ose croire que c'est gagné. Je pense que c'est l'importance que les gens ont accordée à l'achat local. Et à l'école secondaire d'Oka, on apprivoise la vie sans téléphone cellulaire. On trouvait que la cellulaire prenait trop de place chez les élèves. En entrevue, je reçois Anne Payette qui vient nous parler de l'implantation du programme Ma famille, ma communauté dans le secteur du lac des Deux-Montagnes. Le fondement du programme est basé sur justement d'implanter un réseau d'entraide. Je m'entretiens également avec Amélie Girard à propos du mois de l'économie sociale. Consommer, c'est voter, bien, ça fait partie de ça aussi. Donc, c'est un choix comme projet de société. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous propose un reportage sur l'engagement de l'Armada de Blainville-Boisbriand auprès de Leucan Laurentide-Lanaudière. Pour eux, c'est un petit moment spécial, de sortir, d'oublier un peu la maladie, le combat. Bienvenue à Accès local. Mercredi 6 novembre 2024, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, la semaine dernière, la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la région, l'UPA Outaouais-Laurentides, a tenu son assemblée générale et vous en avez profité pour faire le point sur les enjeux qui touchent ce secteur. Oui, Claude, ça se déroulait à Montebello, donc cette assemblée générale avec plus de 150 producteurs agricoles membres de la Fédération. Cette année est toute particulière parce que ce sont les 60 ans de la section Laurentide-Outaouais de l'Union des producteurs agricoles, ainsi que le 100e anniversaire de l'UPA au niveau national. On peut écouter Audrey Lemaire à propos des choses qui ont changé au fil des décennies. Madame Lemaire est vice-présidente de l'UPA Laurentide-Outaouais et a justement été reconduite dans ses fonctions la semaine dernière. On a toujours à peu près les mêmes combats, c'est-à-dire l'unicité d'un groupe d'individus qui pratiquent un métier qui fait face aux aléas du climat, tout ça, puis du marché aussi, parce que on est dans l'offre et la demande dans la plupart des secteurs agricoles. Puis c'est là qu'on se rend compte que c'est important d'être unis ensemble. Puis je dirais qu'est-ce qui est gagné, en tout cas j'ose croire que c'est gagné. Je pense que c'est l'importance que les gens ont accordée à l'achat local, à manger sainement et de proximité. Fait que je pense que c'est là qu'on va s'en aller sociétalement parlant. Et quels sont les enjeux qui ont animé les discussions des producteurs agricoles durant cette assemblée? Alors, la défense des terres agricoles reste un enjeu central et éternel, selon Mme Lemaire, ce qui signifie être en relation donc avec les gouvernements et les instances municipales pour protéger les zones dédiées à l'agriculture, surtout que le secteur de la Fédération s'étend en partie sur la grande région de Montréal. La Fédération Laurentide-Outaouais bénéficie dans ce dossier de l'expertise d'un aménagiste dont le travail est de planifier les activités humaines sur le territoire. Et il y a toujours la menace pour les producteurs agricoles de rallonges d'autoroutes qui risquent de traverser leurs terres. C'est le cas ici dans la région. Et bien sûr, il y a un grand territoire comme celui des Laurentides et de l'Outaouais. Ça implique son lot de particularités. On peut écouter à ce sujet Mme Lemaire. Puis sur notre territoire, Fédération Outaouais-Laurentides, on a 40 % de la population. Donc, tu sais, on est une des seules fédérations qui a on est la seule fédération qui a autant de gens sur son territoire. C'est un avantage. On est capable de livrer des produits frais super vite. Mais le tenant de ça, c'est qu'on a beaucoup de gens qui vivent aussi. Puis on parle de logement. Voilà, Claude, et plusieurs dossiers restent encore à régler entre le gouvernement québécois et les producteurs agricoles, notamment les programmes d'aide financière qui devraient être plus flexibles selon l'UPA. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de l'utilisation ou de la non-utilisation des téléphones cellulaires à l'école secondaire d'Oka. À plus tard, Claude. La Ville de Blainville informe la population du retour au stationnement hivernal de nuit. Le règlement mentionne qu'il est interdit de stationner un véhicule routier sur tous les chemins publics de la Ville entre minuit et 7 heures du 15 novembre au 21 mars. Il est tout de même permis de stationner un véhicule routier sur une voie publique durant cette période lorsqu'il n'y a pas d'opération de déneigement en vigueur, selon les modalités annoncées quotidiennement sur le site Internet de la Ville. Lors de la clôture de la campagne majeure de financement de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme pour le projet du quartier général de l'Audace, le 29 octobre dernier, le directeur général de la Fondation, Joël Bouchard, a décerné le titre de membre honoraire de la Fondation à Bernard Casavant. Ce titre est décerné par le conseil d'administration à une personne ou une organisation qui a rendu des services exceptionnels à la Fondation. Les membres honoraires sont nommés à vie.
Déjà implanté dans la MRC de Thérèse de Blainville, le programme Ma famille, ma communauté est désormais accessible aux jeunes de 13 à 17 ans et leurs familles dans le secteur du lac des Deux-Montagnes. Son but, éviter autant que possible le placement d'un jeune dans une ressource d'hébergement. J'en discute avec Anne Payette, qui est coordonnatrice du programme dans les Laurentides. Bonsoir, Madame Payette. Bonsoir. Alors donc, c'est un programme qui a pour but de mobiliser la communauté, en fait, une communauté autour d'un jeune et de sa famille. Quel est d'abord le profil des jeunes et des familles à qui ça peut servir? Bien, premièrement, c'est des jeunes qui sont suivis par des services jeunesse, soit jeunes en difficulté, là, tant par la protection de la jeunesse que le CLSC. Et c'est des jeunes qui ont été identifiés comme étant à risque de placement, de déplacement s'ils seraient déjà dans une famille d'accueil ou lorsqu'on est rendu à la réunification auprès de leurs parents suite à un placement. Et qui peut faire partie de cette communauté-là qui sert de filet de protection, en fait? Bien, le fondement du programme est basé sur, justement, d'implanter un réseau d'entraide au sein d'une communauté pour pouvoir, justement, avoir ce réseau-là disponible lorsqu'on identifie qu'il y a un risque de placement ou de déplacement. Dans sa définition, oui, le programme existe aussi pour éviter un placement ou pour en minimiser les conséquences lorsqu'il est inévitable. Moi, je retiens deux mots là-dedans, éviter et minimiser. Pourquoi cette résistance, ou à tout le moins cette retenue par rapport au placement? Bien, c'est sûr qu'un placement peut avoir des impacts. Oui. Ça a des impacts pour les plus petits sur le lien d'attachement, par exemple. Donc, il faut vraiment bien évaluer si le placement aura des impacts, mais des fois, c'est aussi dans le meilleur intérêt de l'enfant. C'est comme le moindre mal, malheureusement. Des fois, les situations font que ça peut avoir des impacts. Mais maintenant, comment on peut les diminuer, ces impacts-là, si le placement est déterminé comme étant le meilleur, dans le meilleur intérêt de l'enfant? Comment on peut regarder ensemble avec nos partenaires à diminuer ces impacts-là? Par exemple, éviter un déracinement d'une communauté, éviter un changement d'école ou un changement de CPE, par exemple. Bon, là, on parle beaucoup des jeunes, mais vous offrez aussi du soutien aux familles, parce que, bon, si on déploie autant d'énergie et de gens autour d'un jeune, c'est parce que dans son milieu, ça va pas bien. Donc, mais vous pouvez intervenir à ce niveau-là. Absolument. Le partenariat se fait autant avec des partenaires qui peuvent être en soutien auprès des parents qu'en soutien auprès des jeunes. Donc, c'est tant des partenaires jeunesse qu'adultes. Donc, par exemple, des services de dépendance adulte ou santé mentale adulte sont des partenaires, ma famille, ma communauté. Oui. Le ministre responsable des services sociaux, M. Carman, a souligné que le programme avait fait ses preuves partout où il a été implanté. Vous êtes très bien placé pour en parler puisque, bon, il est déjà implanté dans Thérèse de Blainville. Quelle sorte d'écho est-ce que vous en avez? Bien, c'est très apprécié. C'est très apprécié d'abord des parents et des adolescents qui vivent le processus décisionnel. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sentent qu'ils font partie de la décision. Donc, ils sont impliqués dans la décision qui les concerne. Ils sont aussi impliqués au niveau de l'analyse de leurs propres besoins puis de leur propre situation. Donc, ils apprécient, ils sont écoutés, entendus. Ils apprécient beaucoup qu'il y ait autant de gens autour d'eux pour leur donner une aide rapidement aussi. Donc, ça, c'est très, j'imagine qu'ils se sentent très responsabilisés aussi en même temps. Ça va faire du bien, ça? Absolument. C'est un processus qui favorise l'empowerment, comme on dit. Beaucoup, oui. L'élément central du programme, c'est ce qu'on appelle le processus décisionnel en équipe. Comment vous pourriez le définir, ça? Bien, le processus décisionnel en équipe, c'est, en fait, on se rassemble autour d'une table qui peut ressembler à celle-ci, puis on regarde ensemble les préoccupations des gens, donc autour de la famille. On va toujours on va toujours débuter par les parents ou le jeune sur leurs propres préoccupations. Puis tout le monde nomme ses préoccupations concernant les enjeux qui font qu'il y a un risque de placement ou de déplacement. D'accord. Donc, c'est vraiment, ensemble, on prend une décision. Donc,
sur le milieu de vie de l'enfant et sur les actions à poser pour diminuer le risque. Bien, écoutez, en terminant, j'invite les gens qui seraient intéressés à consulter en détail le contenu de ce programme-là. C'est beaucoup plus que ce qu'on vient d'en dire. Ils ont qu'à aller sur le site Web du gouvernement. Madame Payette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Le Collège Lionel Groulx invite les futurs étudiants et étudiantes à son événement Porte ouverte, le mercredi 13 novembre, de 16h à 21h. Cette édition, tenue sous le thème « À chacun sa couleur », permet aux visiteurs de choisir celle qui correspond le mieux à leurs intérêts. 5 circuits sont offerts tout au long de cette visite, chacun prévoyant un aperçu du milieu de vie au sein de l'institution thérésienne. Il est notamment question de la bibliothèque, du centre sportif et du carrefour étudiant, où seront d'ailleurs installés les kiosques de la formation générale, de l'information sur l'admission, des services et de la vie étudiante. Dans le cadre du mois de sensibilisation au radon, la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides rappelle qu'une exposition à des niveaux élevés dans les habitations peut présenter un risque pour la santé. Le radon est un gaz radioactif cancérigène d'origine naturelle qui provient de la désintégration de l'uranium présent dans la croûte terrestre. À l'extérieur, il ne présente aucun danger car il se dilue rapidement dans l'air ambiant. Lorsqu'il s'infiltre dans les maisons, il peut atteindre des concentrations qui peuvent nuire à la santé. L'Armada de Blainville-Boisbriand a tenu 2 matchs au profit de l'organisme Le Camp Laurentide-Lanaudière. Maude Pilon-Bernier nous a préparé ce qui suit. Karim, en premier temps, je veux que tu me parles du match d'hier. Ça avait l'air spectaculaire pour justement un événement spécial comme en fin de semaine. Ah oui, le match d'hier puis le match d'aujourd'hui aussi. On est vraiment heureux de la réponse. C'est le match La lutte contre le cancer. Donc, on porte des chandails spéciaux, chandails mauve, pour vraiment souligner la lutte contre le cancer. Et on met des chandails à l'encan. Donc, les gens qui veulent se procurer un chandail peuvent miser à l'encan. C'est un match tout important. On veut s'impliquer socialement. C'est une cause importante. On remet les sous, nous, tous les profits à l'encan. Donc, pour nous, c'est important. C'est important de s'impliquer auprès des jeunes. On avait des jeunes hier. Hier, on avait un petit garçon, Émile, qui est venu sur le tapis pour faire la mise au jeu protocolaire. Aujourd'hui, il y avait Olivier et Loane qui sont venus et qui ont fait la mise au jeu protocolaire. C'est un moment émouvant pour eux. C'est un petit moment spécial, de sortir d'oublier un peu la maladie, le combat, tout ça. Nous, de souligner ça. Puis c'est toujours touchant de voir nos jeunes joueurs de hockey. C'est des juniors, il y en a plein qui sont tout jeunes encore dans notre équipe. Puis de les voir, ils sont touchés, ils tapent sa glace, ils voient les kids embarquer. C'est un moment important. Ça fait quand même longtemps, c'est quand même une tradition. Puis au hockey, c'est une tradition, beaucoup Hockey Fight Cancer, il y a ça dans la Ligue nationale aussi. Donc c'est vraiment, moi depuis 2 ans, c'est la 3e année là, qu'on fait ce match-là au mois de novembre. Puis on ramasse des beaux sous, puis une belle cause, puis moment privilégié pour les jeunes. On visitait le vestiaire après. J'étais avec les 2 petits garçons, avec leur papa qui tripe aussi. J'étais avec les papas. On leur a remis un chandail aussi. Ça fait que un beau moment, des beaux souvenirs. Pour eux puis pour nous. Oui, tout à fait. Puis ça crée une belle ambiance, des belles valeurs au sein de l'équipe. Oui, puis on essaie de pousser le message aussi, de faire de la place à l'organisme, à l'ECAN. Ils ont un petit kiosque, tout ça, puis de faire parler tout ça, puis de ramasser des dons. Je tiens à souligner le bistrot cette année du Centre d'excellence sur glace, Sport Rousseau, a ramassé des dons aussi à chaque hot dog qui était vendu. Il ramassait $1. Ça fait que ça s'ajoute au montant qu'on va donner à l'ECAN. Ça fait que tout le monde s'est impliqué. Puis la foule s'est impliquée aussi. Il y a beaucoup de monde habillé en mauve. Toi, tu es habillé en mauve, c'est fantastique. Puis beaucoup de spectateurs aussi s'habillent en mauve. On faisait des tirages, ceux qui arrivaient habillés en mauve. L'encan se termine dans 25 minutes exactement. Fait qu'à 16h aujourd'hui pour le 2e match. Ça va aller l'année prochaine. On va refaire ça. On met les chandails à l'encan environ 2 semaines avant le match. Et là, ce qui est trippant aujourd'hui, c'est ceux qui gagnent la mise. Il y en a qui misent assez fort, ça, pour la cause, puis pour avoir le chandail de leur joueur préféré. Ils vont aller sur la glace après le match. Et le joueur, c'est le chandail qu'il a porté durant le match, va remettre le chandail au partisan qui a gagné l'encan. Donc, les 20 quelques chandails vont être remis sur la glace après le match. Ça, c'est un autre beau moment aussi. Mais on travaille depuis presque 1 an sur un 3e chandail
symbolique un peu, là. Justement, on est dans le renouveau là, depuis 1 an et demi à peu près, depuis que l'équipe a été vendue, des nouveaux actionnaires, tout ça. Donc, on avait le thème « Réembarque dans l'Armada » il y a 1 an et demi quand les nouveaux actionnaires sont arrivés. Cette année, c'est le futur et maintenant, puis on regarde vraiment en avant, puis on a une équipe jeune, une belle équipe, une belle organisation. On met tous les efforts qu'on peut. On ne peut pas faire plus que ça pour attirer les partisans, pour qu'ils reviennent, justement. Et là, on lance un 3e chandail. Ça fait que ça, on est vraiment excités, on est nerveux en même temps. On a toujours hâte de voir l'accueil. Nerveux aussi parce qu'avec les problèmes au port en ce moment, le match du dévoilement du 3e chandail, c'est le 22, dans pratiquement 2 semaines, 2-3 semaines, le 22 novembre. On se croise les doigts. On n'est pas sûr encore. Il va peut-être falloir le remettre. Mais on espère que non, on va le savoir dans les prochains jours. Mais ça, c'est un moment vraiment excitant. On a refait notre vidéo d'ouverture un petit peu avec le nouveau chandail, tout ça. J'ai hâte que les gens le voient. J'ai vraiment hâte. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre pour l'Armada? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine saison ou les prochaines saisons à venir? Des victoires, ça, des victoires. On a tellement une belle équipe, puis on a des jeunes, ils sont tout jeunes encore, là, Xavier Villeneuve, Justin Carbonneau, notre capitaine, qui est moins jeune, mais qui est encore, qui est quand même très jeune, mais Jonathan Fauchon. On a vraiment une équipe magnifique sur la glace. Ce qu'on amène à l'extérieur, moi j'essaie d'amener une touche artistique personnellement dans nos vidéos d'intro, dans les trucs. Ce qu'on essaie d'amener, c'est une nouvelle expérience pour les partisans. On travaille très très fort. La suite JC Perrault, qui est un endroit magnifique. La zone Bud qui est plus festif. Les coins Bud, ça. Fait qu'on amène beaucoup de matchs thématiques. On n'arrête pas, tout le temps des matchs thématiques. Il y en a tous les mois. Emmanuel Auger, il s'est joué l'année dernière, en fait, là, quand il y a eu moi, j'ai pensé à engager Manu. C'est une bonne connaissance de longue date, un ami, plus qu'une connaissance. On a tourné beaucoup ensemble, lancé compte à l'époque, tout ça. Donc, tout de suite, quand je pensais au renouveau, à avoir une vibe, une énergie, quelqu'un qui aime le monde, il aime tellement le monde, Manu, puis le monde l'aime. Fait que c'est vraiment dans les deux sens. Fait que c'est un fit parfait. Je l'ai appelé, il a dit « All right, OK, ça me tente, ouais, on fait ça. » Fait que c'est vraiment un fit parfait. On est vraiment contents. On adore notre équipe de hockey de la région. Ils sont impliqués auprès de leurs clients, auprès de leurs joueurs, mais surtout auprès de la communauté. On leur souhaite une bonne chance pour la saison à venir. Novembre, c'est le mois de l'économie sociale et tout au long de cette portion de calendrier, 22 organismes québécois feront la promotion d'un modèle entrepreneurial qui a la prétention très assumée de transformer la société en plaçant l'humain avant le profit. J'en discute avec Amélie Girard, qui est directrice générale d'économie sociale Laurentide. Madame Girard, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont bâties sur ce modèle-là, mais est-ce que c'est encore un phénomène méconnu? Oui, je dirais qu'en effet, peut-être que c'est pas la majeure partie de la population qui connaît l'économie sociale. On peut parler aussi d'entrepreneuriat collectif, c'est un synonyme qui est utilisé. Je pense que les gens comprennent le modèle, connaissent peut-être les coopératives, entre autres, c'est qu'on parle plus spécifiquement, mais peut-être que le terme économie sociale, parfois, est encore mal connu du grand public. Donc, on a quand même un rôle par rapport à ça, nous, comme pôle d'économie sociale, pour valoriser le modèle, pour le faire connaître, pour faire comprendre que ça devient aussi, oui, on peut s'impliquer au sein des entreprises d'économie sociale, mais on peut aussi faire le choix de consommer au sein de ces entreprises-là également. Puis là, c'est là qu'on fait, comme souvent Laure Wardell le nommé, là, comme consommer, c'est voter, bien, ça fait partie de ça aussi. Donc, c'est un choix comme projet de société, comme vous l'avez mentionné. Là. Bon, c'est un modèle qui se définit par toutes sortes de choses, la prise de décision démocratique, le réinvestissement des profits dans la communauté, l'inclusion, le renforcement des liens communautaires, répartition équitable des ressources. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Comment on y arrive à ça? Parce que c'est tout le contraire du modèle traditionnel, ça. Oui, bien en fait, je pense que ce qui porte l'économie sociale, c'est vraiment l'ancrage local. Donc, c'est-à-dire que ça répond à un besoin d'une communauté, d'une collectivité. Puis le fait que ça réponde à ce besoin-là, bien, il y a un moteur qui vient au niveau de la population, qui fait qu'on se retrousse les manches pour se dire, bien, qu'est-ce qu'on a de besoin, justement, dans notre communauté? On
peut parler d'habitation, par exemple, de plusieurs projets d'habitation qui sont des coopératives d'habitation, des OBNL d'habitation qui répondent aux besoins de manque de logement. Souvent, on l'oublie, mais les CPE aussi, donc des problèmes au niveau de la garde des enfants. Donc, de se dire, on a besoin de CPE, des modèles qui vont faire que c'est abordable. Donc, la question de l'abordabilité fait aussi que c'est pourquoi on y croit, puis c'est pourquoi on adhère au projet, de se dire c'est une perspective de du long terme. Donc, nécessairement, il y a plusieurs modèles comme ça au niveau de l'économie sociale qui fait que le fait, comme je l'ai mentionné, l'ancrage local, la pérennité, puis le fait de se dire que on transforme peut-être un peu le modèle qui est plus conventionnel, traditionnel, pour créer quelque chose qui est à notre mesure, qui correspond à notre réalité puis à nos besoins. D'accord. Bon, durant le mois de novembre, il y aura toutes sortes d'événements de promotion de ce modèle-là. Vous en tenez quelques-uns. Il y en a un qui va avoir lieu le 13 novembre à l'UQO, qui s'adresse particulièrement aux élus. Ça s'appelle l'économie sociale levier de développement des municipalités. De quoi on va jaser? Oui, cet événement est organisé en partenariat avec la CDROL, en fait, Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides, et avec le réseau de recherche en économie sociale et solidaire, qui est le nouveau réseau de recherche au Québec, donc très intéressant. En fait, ce qu'on veut témoigner par cet événement-là, c'est que on se doit de travailler en partenariat avec les municipalités. Je l'ai nommé tout à l'heure, il y a plusieurs questions qui relèvent aussi du pouvoir municipal, qui fait que ça devient une réponse aux enjeux puis aux défis que peuvent vivre les municipalités. Donc, il y a plusieurs municipalités au Québec qui ont emboîté le pas pour avoir des politiques en économie sociale. Je pense à Laval qui va très bientôt lancer sa politique. En Outaouais, donc ça fait quand même à Gatineau un moment qu'il y a une politique en économie sociale. Donc, on voit que par ces politiques-là et surtout les plans d'action qui vont être joints, on peut faire une différence dans nos milieux. On peut donner des moyens aussi à la population, aux communautés de se prendre en main, un moyen d'empowerment pour voir que c'est de pair qu'il faut travailler. Donc oui, ce sont des mouvements, des mouvements. En fait, le mouvement est collectif et porté pas public. Donc c'est important de nommer que, comme vous l'avez dit, que des entreprises d'économie sociale ne relèvent pas du public, mais on peut être en partenariat par contre avec tout ce pouvoir au niveau administratif, donc des municipalités. Puis c'est là que ça va faire une différence, puis qu'on sent que les projets vont avoir une plus grande portée, puis vont pouvoir vraiment se déployer d'une façon plus rapidement, puis plus grande aussi. D'accord. Il y a un autre événement qui va se dérouler en milieu scolaire. Ça, c'est lundi 25 novembre. C'est toute une journée. Vous vous adressez à l'intention des professeurs, des étudiants de niveau post-secondaire. Donc, vous vous adressez à un public ciblé là, de façon très précise. Quelle est l'intention? Bien, en fait, c'est que nous, on a un mandat aussi qui relève au niveau du secrétariat à la jeunesse qui s'appelle Sismic, un incubateur jeunesse. Donc, on travaille beaucoup au niveau justement des programmes collégiaux, universitaires avec l'UQO pour faire connaître plus ce modèle entrepreneurial-là et pour se dire d'accompagner aussi des jeunes qui voudraient développer leur propre projet d'entreprise. Puis ce qu'on réalise, c'est que c'est encore, comme on l'a nommé en début d'entrevue, mal connu parfois, puis que les enseignants voient pas le potentiel de l'économie sociale dans leur propre programme scolaire, éducatif, leur propre cursus. Donc, on veut faire des liens. Nous, on veut faire des liens entre le milieu de la recherche, entre le milieu de l'enseignement et l'économie sociale pour le décloisonner des fois aussi du programme qui est plus en administration qu'on pourrait l'enseigner pour se dire non, ça peut être enseigné partout parce que ça répond à un ensemble de besoins collectifs. D'accord. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de l'économie sociale. Amélie Girard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On est de retour avec Clara Matéjonet. Clara, l'école secondaire d'Oka a fait les manchettes à la rentrée, une rentrée qui s'est déroulée d'ailleurs sous le signe de la déconnexion aux écrans. Vous êtes allé faire un tour pour voir comment ça se passe. Oui, Claude, en fait, depuis l'année dernière, toutes les écoles du Québec interdisent l'utilisation du cellulaire en classe, mais l'école secondaire d'Oka a décidé de faire un pas de plus et d'interdire l'utilisation du téléphone cellulaire partout dans l'école durant les pauses et même sur l'heure du midi. Alors, je suis allée en discuter avec la directrice de l'école et j'ai recueilli la réaction des jeunes sur cette nouvelle mesure. Je vous présente donc ce soir notre reportage à ce sujet. J'ai une équipe complète en arrière de moi, 150 employés avec lesquels on a pris des décisions. C'était pour, entre autres, diminuer le temps d'écran loufoque, je vais le dire comme ça, ou ludique, et non le pédago numérique. Donc, on est une école, on doit éduquer, on doit socialiser, puis on trouvait que la cellulaire prenait trop de place chez les élèves, créait de l'anxiété, créait au niveau de la santé mentale, créait des dépendances. Fait qu'on a eu des formations avec du personnel du C3S, entre autres, là, pour justement donner les informations de qu'est-ce qui se passe. Et sont adolescents, donc ils sont
en frontal, en développement frontal. Donc, on a voulu, en tant qu'équipe école, de se dire on y va pour la société, puis ils vont être capables parce qu'on croit en eux. Ils sont capables. Puis tout le monde a embarqué. Donc, depuis l'année passée, on a annoncé nos couleurs. Puis cette année, bien, on est là. Tous les enseignants étaient d'accord. C'est un vote unanime. Moi, ça me prenait l'accord de tout le monde. Sinon, moi, je vaguais pas seule dans cette situation-là. Puis les élèves, bien, c'est sûr, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Mais plus ça va, plus les élèves découvrent là, qu'ils ont du bénéfice là, par rapport à tout ça. Dans le fond, moi, je pense que comme... Je trouvais ça plus pratique quand dans les déclois, mettons, on pouvait avoir notre musique parce que je trouvais qu'on pouvait plus se concentrer. Puis maintenant, genre, les classes sont devenues plus bruyantes durant les déclois parce que les gens, ils ont pas, genre, tous leurs écouteurs sont pas tous en train de, genre, être dans leur bulle. Puis je trouve aussi que, comme, mettons, rajouter d'autres, genre, pas, genre, lois, mais comme dans l'école, ça donne un peu plus envie aux gens, genre, d'essayer de briser, de trouver des façons de, genre, tromper pour contourner, genre. Bien, c'est sûr que je suis en secondaire 1, donc je sais pas c'était comment avant, quand il n'y avait pas le droit, mais il y a probablement beaucoup plus de personnes qui s'impliquent dans les comités de l'école maintenant qu'il n'y a plus le droit au téléphone, vu que sinon, bien, dans ma tête, tout le monde serait plus concentré sur leur téléphone à faire leurs affaires. Tu sais, moi, je voyais des gens, des fois, tout seuls sur leur téléphone. Puis là, je trouve ça juste encore plus triste parce que je vois des gens tout seuls, mais là, ils ont juste pas de téléphone. Fait qu'ils sont juste tout seuls à fixer le vide pendant 1 heure, tu sais. Les gens qui sont tout seuls, ça change pas. Ils vont rester tout seuls. Ils n'avaient pas le goût de socialiser avant, ils n'ont pas plus le goût de socialiser après. Je trouve que les élèves, ils communiquent plus ensemble. Avant, ils étaient tous sur leur selle. Là, maintenant, ils communiquent plus ensemble. Je les vois faire. Moi, je suis sur les étages, je suis surveillante. Puis même, l'école a acheté des tapis. Les jeunes peuvent venir emprunter des tapis, aller s'asseoir dehors sur le gazon, discuter. On a des jeux de société aussi. Ils peuvent faire des jeux, jouer à des jeux entre eux. Je pense que c'est un coup à donner. Mais nos jeunes sont tellement beaux. Puis je sais qu'on a confiance en eux autres. Puis pour vrai, là, moi, je vois ça, là. Des fois, on remplace des TES, des professeurs, puis c'est une autre dynamique. Les élèves peuvent se concentrer. Le prof peut faire le cours, il fait moins d'interventions avec les cellulaires. Serre ton sel, ferme ton sel. Là, ils n'ont plus ça à faire. Puis je suis bien fière de nos jeunes, pour vrai, là. Très fière d'eux. Au départ, il n'y en avait pas du tout. Puis après ça, c'est sûr que là, tout le monde avait ça comme prolongement de bras. Moi, souvent, je leur disais. Puis là, on était rendu qu'on avait des larves par terre sur leur téléphone. J'ai dit non, moi, j'ai besoin de parler aux élèves. J'ai besoin d'avoir accès à eux pour savoir c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent pour leur réussite scolaire. Fait qu'on a engendré le pas, puis on voit déjà des différences. Je trouve vraiment qu'il y a un niveau de concentration plus élevé chez les élèves. On voit vraiment que les notes ils ont haussé depuis l'interdiction des téléphones, que les élèves priorisent l'éducation plus que leur téléphone. Puis je trouve aussi qu'on sociabilise plus. Moi, ma cour de secondaire 4, je trouve qu'on est plus rapprochés depuis qu'on a enlevé les téléphones. Je trouve qu'on se parle plus, on s'écoute plus aussi, on juge moins aussi, je trouve. Fait qu'on embarque dans nos niaiseries aussi. Puis je trouve ça plate aussi parce qu'ils n'ont pas fait la même chose pour les vapoteuses. On a encore le droit aux vapoteuses sur le terrain de l'école, dans le coin éphémère. Puis je trouve que c'est vraiment plus néfaste sur la santé du cerveau et la santé des élèves que le téléphone. Fait que j'aurais priorisé ça avant l'interdiction du téléphone. Moi, en fait, au début, j'étais hyper triste en quelque sorte parce que moi, j'attendais d'être au secondaire justement pour apporter mon sel, genre je suis avec mes amis de temps en temps, tout. Fait que là, quand j'ai appris qu'il n'y avait pas de sel, je suis genre non, sérieux? Mais en fait, ça a presque rien changé parce qu'avec mon école de primaire, justement, il n'y avait pas de cellulaire permis. Fait que ça fait comme un petit peu rien, là. C'est sûr que j'ai dû utiliser mon sel quelques fois depuis le début de l'année dans mon casier. Bien, pour écrire à ma mère. En fait, c'est surtout pour ça. Genre, je vais jamais sur les réseaux réécrire à mes amis, c'est rare. Juste ma mère. Parce que ils disent qu'il faut aller au secrétariat, mais tu sais, si je dois dire à ma mère, je vais chez mon ami, non, finalement non, non, finalement oui, c'est un petit peu compliqué d'aller l'appeler à chaque fois. Fait que oui, il y a beaucoup de monde qui l'utilise, quand même. Mais en vrai, surtout aux toilettes, la plupart vont aux toilettes pour aller l'utiliser. Fait que
c'est vrai que dans la cafétéria puis dans les classes, personne ne l'utilise. Fait qu'au moins, on respecte quand même. Le personnel enseignant, il voit vraiment une différence au niveau de la concentration chez les jeunes. Il y en a pour certains là, qui n'étaient pas capables d'être concentrés plus que 15 minutes. Là, on est capable d'aller jusqu'à une demi-heure de travail, de concentration. Ils sont plus accessibles aussi à nous. On voit aussi dans leurs yeux là, qu'est-ce qu'ils veulent. On voit l'humain et non l'écran, je vais le dire comme ça, parce que souvent, c'était caché par un jeu, par TikTok, là, on voit le vrai. On voit le vrai. Pour moi, c'est un succès. Puis pour les jeunes, ils ne le savent pas encore, mais ils vont le nommer. Mais il y en a beaucoup qui nomment que c'est très bénéfique. Mais c'est sûr que c'est un changement, puis ça reste des ados. Mais ils font très bien ça. Très intéressant. Merci beaucoup, Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Yoga Découverte suit à l'instant. Bonne soirée.